Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui autour de cette exposition Trésor Nabi du musée d'Orsay que j'espère pouvoir ouvrir dans les meilleurs délais. Donc, je vais vous accompagner parmi les 41 chefs-d'œuvre prêtés par le musée d'Orsay, qui est la plus importante collection du monde sur ce mouvement Nabi. Et l'exposition se développe donc sur 2 niveaux, et le 3e niveau du musée étant consacré à certains chefs-d'œuvre de notre collection. Alors, notre idée au départ est vraiment de vous donner des clés de compréhension de qui étaient les nabis et qu'est-ce qu'est ce mouvement en réalité, ce mouvement qui est né à la fin du 19e siècle, entre 1888 plus précisément et environ 1900. Voilà, donc là je suis vraiment devant une image d'un certain nombre d'artistes du groupe. C'est cette salle d'introduction où on vous explique qui étaient les nabis et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu vraiment tout oser. Alors, dérivé de Nevi'im, le terme Nabi, signifiant prophète en hébreu, désigne un petit groupe d'artistes qui fréquentent l'Académie Julian, qui se veulent les messagers d'un art nouveau, issu des leçons de Gauguin. Et ces jeunes peintres sont réellement déterminés à ouvrir de nouvelles voies esthétiques, répondant au mot d'ordre de Gauguin, le droit de tout oser. Alors les nabis se comptent au nombre de 12 et parmi eux, les plus importants sont bien sûr Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Félix Vallotton, Maurice Denis et beaucoup d'autres bien sûr, et dont on va retrouver un certain nombre d'œuvres au cours de ces salles. 2 tendances se distinguent au sein de ce groupe d'artistes qui veulent tout oser, à la fois une tendance symboliste et ésotérique, à laquelle appartient Paul Ranson par exemple, mais aussi une tendance plus intimiste, à laquelle appartiennent Pierre Bonnard, Édouard Vuillard ou Félix Vallotton. Le mouvement se développe pendant une douzaine d'années avec le talisman de Paul Sérusier, qui est en fait un tableau que Sérusier ramène de Pont-Aven et qui a été réalisé au Bois d'Amour sous la direction de Paul Gauguin en fait. Et ce tableau est l'expression de cette leçon, un tableau sur un petit panneau de peuplier composé de taches de couleurs pures juxtaposées, traduisant une vision vraiment synthétique du paysage qui se déroule sous nos yeux. Et c'est toute l'histoire du mouvement Nabi commencera comme celle-là. Alors donc, qu'est-ce que recherchent les nabis? Les nabis veulent faire éclater le cadre étroit qui enferme la peinture de Chevalet dans une vision du monde trop anecdotique et la débarrasser du carcan de la vraisemblance au profit de la subjectivité, du symbole et du rêve. Et c'est ce que l'on verra tout au long de cette exposition à travers les différents tableaux des différentes tendances donc de ce groupe d'amis qui sont unis donc, par l'amitié, mais pas forcément par le style de leurs œuvres. Mais ils ont tous envie, ils sont tous sous l'influence des estampes japonaises. Ils adoptent une stylisation synthétique caractérisée par des aplats, des touches de couleurs et des lignes sinueuses. Ils travaillent sur des formats variés, du tableautin au décor monumental, désirant abolir la frontière entre peinture de chevalet et peinture ornementale. Et c'est ce que l'on va voir ici, c'est qu'il y a essentiellement des peintures de petits formats, parce qu'on a choisi pour les salles du musée de s'accentuer la dimension sensible des petits formats chez les artistes nabis. La célèbre interprétation que Maurice Denis fait de la leçon de Gauguin, un tableau sur une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé, est-elle fondamentale. Alors cette grande salle est consacrée aux scènes de rue et loisirs et on peut remarquer au premier coup d'œil que les tableaux sont de petite dimension. Donc on a fait le choix dans cette exposition d'orienter notre choix sur tous ces artistes, de travailler sur les petits formats qu'ils ont réalisés parce que vraiment leur production allait du petit tableau, du tableautin à la grande décoration. Et c'est ce qui fait un petit peu la particularité, le particularisme de cette exposition, c'est qu'on a voulu vraiment montrer toute la délicatesse des œuvres nabis dans ces petits formats. Alors justement, les scènes de rue, de parc et de jardin font partie des thèmes de prédilection des artistes nabis. Elles ne rendent pas compte d'un spectacle réel, mais évoquent davantage l'atmosphère propre à ces lieux. Alors, Bonnard et ses amis, Vuillard, Maurice Denis et l'écrivain Lugnepo, louent à cette époque un petit atelier rue Pigalle, au cœur de l'activité des spectacles et des plaisirs nocturnes de la capitale. Et les nabis qui se retrouvent souvent dans cet atelier aiment flâner, comme on le voit ici, dans ce quartier populaire de Montmartre, où déjà Toulouse-Lautrec et les impressionnistes puisaient leur inspiration.
Donc on peut voir toutes ces thématiques à travers tous les tableaux réunis ici, à la fois la dynamique de certaines scènes et parfois le côté plutôt statique. Bonnard, Vuillard et Vallotton notamment deviennent de fins observateurs de la vie urbaine et le spectacle toujours renouvelé des passants et des badauds, des petits métiers, des voitures à bras ou des omnibus est un creuset pour eux. Alors l'émergence récente de la photographie, une technique que Vuillard et Bonnard pratiquent avec audace et qui est vraiment perceptible dans le tableau Les Danseuses, dont je vous ai fait récemment un coup de cœur que vous pouvez retrouver sur notre site, est perceptible dans nombre de leurs compositions, notamment dans le cadrage décentré de certaines scènes, comme Prise sur le vif, où des personnages tronqués se détachent en gros plan sur un fond plus ou moins flou, comme dans Les Chanteurs ambulants, par exemple. De son côté, Vallotton s'intéresse davantage à une typologie de Parisiens, populaires ou bourgeois, perçant leurs moindres défauts. On a choisi aussi de montrer au sein de ces 41 chefs-d'œuvre Nabi du musée d'Orsay des œuvres de notre collection, des œuvres phares de notre collection Nabi, comme ce Paravent des Nourrices et les Grands Boulevards également que l'on a acheté, qui était un achat récent du musée, pour montrer que les Nabi étaient très intéressés pour ouvrir l'art au plus grand nombre. Et pourquoi au plus grand nombre? Cette œuvre est une lithographie sur papier et elle coûte beaucoup moins cher à l'achat pour des collectionneurs qui s'intéresseraient à l'art. Et donc, ces œuvres usuelles, ces objets usuels, entraient dans les univers bourgeois de cette époque. Cette salle est consacrée à la Revue Blanche et à son cercle d'intellectuels. Alors, la Revue Blanche est une revue d'avant-garde qui a été créée par les frères Natanson, et elle devient rapidement un lieu de ralliement pour les peintres et les écrivains proches du mouvement Nabi. Et cette revue va à la fois devenir un point d'émulation aussi pour tous ces intellectuels, et elle va aussi s'évanouir avec ce mouvement. Alors la revue est aussi l'un des plus grands carrefours intellectuels qui ouvre ses pages aux futurs noms illustres de la littérature française et européenne, à savoir Mallarmé, Gide, Blum, Proust, Renard ou Péguy, ainsi qu'aux grands peintres comme Toulouse-Lautrec, Bonnard, Signac, Odilon-Redon ou Vuillard et Vallotton. Et au cœur de l'aventure, la belle et énigmatique Misia, que l'on peut voir sur ses murs, égérie des Nabi, épouse de Thaddée Natanson, détient un pouvoir fédérateur. Elle accueille dans son riche salon de la rue Saint-Florentin à Paris tous les tableaux que l'on voit aussi ici sur nos murs, ou dans sa maison de campagne de la Grangette à Valvin, voisine de celle de Mallarmé, ce petit tableau qui est ici aussi exposé. Les peintres et écrivains en vue. Ainsi, dans cette salle sont réunis des tableaux de Vuillard, Bonnard et Vallotton. Alors, dans ce magnifique tableau de Misia, dit au Nonchaloir, c'est un tableau qu'on a eu la chance d'avoir déjà présenté au musée dans la collection Marcy-Rivière, donc qui appartient à cette collection magnifique qui a été donnée au musée d'Orsay. On voit cette Misia complètement abandonnée sur sa bergère et avec le paysage, celui de la Méditerranée, parce qu'elle est en fait dans sa villa Le Rêve sur les hauteurs de Cannes, à la Croix des Gardes. Elle avait une villa avec son mari Thaddée Natanson et elle y passait au début, à la fin du XIXe siècle, elle y passait des heures d'été magnifiques. Et elle était entourée de tous ces intellectuels qui étaient aussi Vuillard, qui était passionnément amoureux d'elle. Enfin, tous ces artistes avaient une passion pour cette personne qui était très magnétique. Et l'on voit bien ce magnétisme à la fois dans la couleur nacrée de sa robe, dans le décor jaune de l'arrière-plan, dans la façon dont elle est abandonnée sur sa bergère. Alors, dans cette même salle, à l'opposé de ce tableau de Vuillard qui était tout dans l'émotion, on a ce tableau beaucoup plus glacial, à l'atmosphère beaucoup plus glaciale de Félix Vallotton, ce qui est un tableau qui est intitulé Le Poker, qui est une œuvre aussi également magnifique, mais qui a une tonalité beaucoup plus léchée, plus froide, plus glaciale, même s'il s'agit d'une scène de poker. On voit bien sûr un ensemble de personnes, 3 hommes et une
femme jouer au poker, et ils ne sont pas au centre du tableau, mais Vallotton ici met en scène la surface de la table qui luit parfaitement et sur laquelle est disposée une lampe en ombre chinoise, qui est beaucoup utilisée dans cet univers Nabi. On est comme dans un décor de théâtre, et alors que c'est une pièce un petit peu feutrée, entourée de draperies, de velours, qui signifie presque un état critique d'une certaine bourgeoisie. Alors avec cet ensemble de petits tableaux que l'on doit à Vuillard, on voit bien que Vuillard est parmi les artistes Nabi, l'artiste qui s'intéresse le plus au monde du théâtre à travers ses représentations de la comédienne Marthe Mello. Marthe Mello qui était aussi la compagne d'Alexandre Natanson. Natanson, un nom que l'on connaît bien dans le mouvement Nabi puisqu'il fait partie des créateurs de la Revue Blanche. Et on voit bien à travers ces petits tableaux combien Vuillard s'exprime avec la silhouette de son personnage, donne une dimension théâtrale à leur pose, et il détache carrément cette silhouette sur un fond relativement uni, presque en aplat, de rouge très expressif ou d'un blanc plutôt laiteux, et il s'attache aussi à l'expression générale de son personnage. Et donc ça c'est vraiment intéressant dans ce travail-là, c'est qu'il va le pousser à une extrême tel qu'on va le voir dans un tableau suivant, qui est un personnage de profil. Oui, comparé aux trois tableaux des petits tableaux qu'on vient de voir précédemment, on voit bien que dans cet autre petit format, il y a une expression presque énigmatique, voire dramatique, il y a un sens théâtral dans cette représentation de cette figure, qui est une figure anonyme, une jeune femme qui a l'air de se promener dans la rue, emmitouflée dans un manteau, et il stylise à tel point son costume ou son manteau et son chapeau qu'il en devient très expressif, presque à la limite d'une certaine illustration. Mais ce personnage a un pouvoir magnétique en même temps parce qu'il semble lui mettre un masque, comme un masque de théâtre sur le visage, et qui donne une expression peut-être pas dramatique, mais très énigmatique, un peu inquiétant, avec cet œil qui vous regarde et qui va presque aux profondeurs de votre conscience. Alors, Bonnard et Vuillard sont des artistes qui sont très proches l'un de l'autre, mais dans un tableau comme celui-ci, qui est un portrait de Vuillard justement, qui porte un chapeau haute forme dans la rue, on voit bien qu'il y a un univers quand même assez différent. Chez Bonnard, il y a un rythme aussi de ces personnages qu'il situe dans la rue. Il y a une sorte d'espièglerie aussi que l'on voit naître quand on regarde ces personnages de près, qui sont aussi visibles à la fois dans les grands boulevards ou dans le paravent des Nourrices ou dans toutes les différentes scènes de rue qui sont présentées ici. Il y a quelque chose qui est plus dans la fraîcheur un petit peu des sentiments, mais il travaille aussi surtout sur le rythme, et c'est ce qu'on le voit précisément dans le paravent des Nourrices. Il y a comme une séquence vraiment qui se rythme continuellement et que l'on voit aussi malgré l'effet un petit peu statique de ce petit personnage qu'est Vuillard. Pour poursuivre notre visite, cette salle est consacrée à ce qu'on a appelé la magie du quotidien, c'est-à-dire ce sont les scènes intimes et de vie sociale et qui caractérisent le plus, de la façon la mieux possible, les artistes Nabi dans toute leur intimité, que ce soit dans leur cercle familial ou un cercle familial étendu. Et on voit bien dans la délicatesse d'une œuvre comme celle-ci que l'on doit à Édouard Vuillard, combien il fait adhérer sa figure à son fond et comme qu'il transforme presque le personnage comme un passe-muraille, élevant un petit peu cette figure un petit peu du quotidien, donc quelque chose d'assez anecdotique finalement, et en donne une dimension presque dramatique, ou il donne une dramaturgie, comme je le disais tout à l'heure. Chez Vuillard, c'est vraiment l'artiste qui s'est le plus intéressé au théâtre, et donc au théâtre symboliste principalement, et il donne comme ça une dimension, une tension dans son œuvre, même si c'est une œuvre qui illustre une scène tout à fait banale. Alors Vallotton, à son tour, nous introduit dans son intimité d'une manière très différente de Vuillard et Bonnard, qui usent l'un et l'autre d'une grande intériorité. Et avec cette femme se coiffant, Vallotton nous invite dans son appartement de la rue de Milan à Paris, qu'il partage avec sa femme Gabrielle.
Et l'atmosphère n'est pas aussi caustique que dans ses gravures, mais il n'en fait pas moins apparaître son regard critique, surtout celui lié à l'univers féminin. Alors nous sommes dans la chambre à coucher du couple qui est sobrement meublée, avec un goût certain, et le placard ouvert avec les piles de linge bien rangées met en évidence l'aisance du ménage. Et le geste de sa femme permet à Vallotton de masquer à la fois son visage, tout comme il ne montre pas le reflet de ses traits dans un miroir que l'on imagine d'ailleurs. Sa boîte à ouvrage qui déborde atteste encore de leur niveau social et du rôle de la maîtresse de maison qu'est Gabrielle. Et l'atmosphère feutrée est renforcée par les tonalités douces, comme le peignoir vieux rose de Gabrielle, et néanmoins il y a quelque chose qui cloche dans cet univers, qui est en fait le désordre sur le fauteuil et les ombres étranges sur le lit, qui viennent vraiment contrarier cet univers lisse et apparemment sans histoire. Alors, Vallotton aime ici jouer, comme dans ses gravures, avec l'ambiguïté, l'interprétation des sentiments, et il se place en deçà d'une vie apparemment sans histoire. Avec détachement et sans désir, Vallotton observe des femmes à leur toilette, et rien d'attirant dans ce décor synthétique, presque glacial, aux formes sans modulation et aux couleurs plates. L'atmosphère silencieuse et la présence des meubles et du décor rappellent les mises en scène du théâtre symboliste, mais d'une manière très différente de Vuillard. Vallotton les peint sans phare ni artifice, mais dans une lumière crue. Et c'est ce qui donne toute la différence entre les œuvres de Vuillard et de Bonnard, qui ont un papillonnement de la matière qui est beaucoup plus lisse chez Vallotton. Aux antipodes de l'œuvre de Vallotton que l'on vient de voir, il y a ce très joli tableau de Bonnard qui s'appelle « La jeune fille au bas noir ». On voit qu'il est chargé d'érotisme et de volupté. Il s'agit de Marthe, une des premières représentations de Marthe, la future Marthe Bonnard. Et elle est vraiment représentée dans un lit défait, dont le sens est vraiment affiché ici d'érotisme. Et elle se détache de manière très voluptueuse sur un fond qu'on imagine la chambre à coucher, et tout dans l'atmosphère de ce tableau résonne de manière à voir l'homme et la femme, l'homme qui n'est plus présent, mais que l'on suggère. Et tout chez Bonnard est dans l'art de la suggestion que l'on voit encore ici dans ce tableau Intimité, qui est sur donc les personnages qui se détachent sur un fond vermiculé, ça qui est propre au décor Nabi, de fondre à la fois l'arrière-plan et le premier plan, et l'on voit dans l'art de la suggestion de Bonnard cette présence de cette pipe qui propose la présence invisible mais suggérée d'un homme qui est hors champ. On voit aussi toutes les arabesques de la fumée. Alors, puisant leur inspiration dans leur environnement familial, les Nabi ont de nombreuses fois immortalisé les joies du quotidien, en commençant par leur univers familial, stylisant à l'infini, si vous voulez, les étoffes ou décors comme les attitudes de leurs inspiratrices. Et à la différence de ces scènes urbaines que l'on vient de voir, souvent dynamiques, Bonnard compose ici ces scènes de jardin, de manière plus statique, dans une perspective souvent frontale. Ainsi, le peintre s'est plu à représenter très souvent sa sœur Andrée, seule ici ou en famille, à observer avec malice les mimiques d'un chat qui passe. Alors, on peut voir ici, bien sûr, André, le corsage à carreaux, et le père et la sœur de l'artiste. Et vraiment, le dénominateur commun de ces deux tableaux, c'est l'usage qu'il en fait du corsage à carreaux, qui est souvent repris à cette époque sous l'influence des estampes japonaises, comme on peut le voir dans le décor qui est derrière moi, qui est le décor de la partie de croquet, où il fait un usage vraiment régulier de ce motif de carreaux. Et par ailleurs, dans la même scène, le même décor de la partie de croquet, on voit bien que dans ce chat, le chat blanc, qui est une image vraiment emblématique de l'époque Nabi de Bonnard, on voit toute la déformation du sujet qui est vraiment générale dans son œuvre, et puis en même temps tout le côté un petit peu espiègle aussi. C'est un chat le sens de l'observation de l'artiste est majeur à ce moment-là, comme il le sera d'ailleurs toujours, mais à l'usage plus tard
l'art de la couleur, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc nous sommes ici dans la dernière salle consacrée à ces trésors nabis, et j'espère que cette visite rapide de l'exposition à travers les salles du musée vous donneront envie de venir nous voir dès notre réouverture. Merci. Alors je vous propose de terminer cette petite balade au sein du musée Bonnard par un ensemble d'œuvres de notre collection, des œuvres incontournables qu'on a voulu conserver ici pour que vous puissiez à la fois voir des œuvres majeures de la collection du musée Bonnard. Et nous sommes ici dans une salle consacrée plutôt à la féminité, à l'intimisme, et vous pouvez peut-être reconnaître des toiles incontournables de nos collections qui sont cette salle à manger au Canet et bien sûr le nu orange qui est le dernier fleuron à entrer dans nos collections l'année dernière, et puis ce nu de profil donc, qui montre combien l'univers féminin de Bonnard est multiple, à la fois des scènes peut-être oppressantes malgré cette merveilleuse scène solaire avec une thématique vraiment proche de l'aspect tactile de la peinture de Bonnard, une peinture qui papillonne que vous pouvez voir ici dans la salle à manger au Canet ou dans ce nu orange où la matière et la couleur envahissent la totalité de la toile, et bien sûr combien et comment il compose ses œuvres avec un regard photographique. Il a une façon de couper et de composer la surface de la toile d'une manière très originale. Et dans cette même salle sont présentés un ensemble de sculptures que l'on voit beaucoup plus rarement et qui montrent la volonté de Bonnard au début du XXe siècle de modeler dans la glaise et après qui seront plus tard fondues en bronze un ensemble de statuettes dont la thématique est la femme à sa toilette. Alors dans cette grande salle sont montrés, pour les habitués du musée, ils savent bien qu'on montre souvent nos paysages ici, mais c'est un ensemble de paysages vraiment incontournables de l'œuvre de Bonnard, comme cette petite fenêtre, la vue du Canet magistral, ou ces paysages à la tombée du jour. Et c'est important de voir que tous ces paysages sont réunis et montrent l'attrait pour la Méditerranée de Bonnard et pour la couleur. Donc ce sont des paysages qui vont des années 1910 jusqu'à la fin de sa vie. Donc nous avons choisi de terminer ce parcours des collections par ce tableau emblématique de Bonnard, mais aussi emblématique de sa période au Canet. On est à la fin de sa vie et on voit combien Bonnard est un artiste qui travaille particulièrement la richesse de la couleur et aussi de la composition, parce qu'on est dans un univers quasiment abstrait. On voit un ensemble de baigneurs au bord d'une plage. S'il n'y avait pas ce personnage, cette petite silhouette debout, on aurait un petit peu du mal à savoir qu'on est au bord de l'eau. Et pour Bonnard, il part toujours d'un sujet, d'une réalité qui le transfigure totalement. Et là, il le transfigure, ce groupe de baigneurs, par la couleur et puis par une sorte d'harmonie colorée qui transcende une réalité. Et on voit cette richesse colorée à la fois dans ce ciel qui est complètement embrasé. On est peut-être à la fin du jour, comme le titre laisse le penser. Et Bonnard est au seuil de sa vie et va vraiment aller de plus en plus vers une sorte d'abstraction, en gardant toujours un pied dans la réalité. J'espère que vous aurez apprécié ces quelques explications sur ce mouvement nabi très peu connu et vous retrouvez très vite au musée Bonnard parmi nous.